on va parler immobilier logistique. Le sujet est déjà revenu plusieurs fois dans la matinée. Là, on va essayer de faire quelque part un état de l'offre, un état des attentes d'offres, donc de la demande, mais aussi de la façon dont elle peut être créée. Donc c'est un petit peu tous ces sujets qu'on va balayer. Mais peut-être que je vais faire un petit tour de table pour avoir votre ressenti sur voilà, cette question des mètres carrés logistiques en ville. Quelle actualité elle a du point de vue de ce que vous comprenez de la demande? On est sur quelque chose qui, il y a 3 ans, les chargeurs ou prestataires qui étaient en demande de mètres carrés logistiques urbains n'étaient pas si nombreux. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui demandent, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Il y en a qui demandent, mais ils ne savent pas forcément quoi demander. Donc, un premier tour de table comme ça sur votre ressenti de la demande. Et je vais peut-être commencer par Sogaris, parce que ça sera aussi non, mais ça sera aussi l'occasion, parce que vous êtes la seule qu'on n'a pas vu encore intervenir sur cette journée, et aussi parce que quelque part, ce mètre carré logistique en ville ou en tout cas en agglomération, c'est quand même la raison d'être historique de Sogaris. Donc quelque part, vous pouvez nous rappeler cette raison d'être, cette historique, et qu'est-ce qui a pu changer aujourd'hui dans votre ressenti de la demande? Merci. Longue introduction, pardon. Peut-être qu'on pourrait se dire, pour démarrer, qu'il y a peut-être une demande en localisation et une demande en mètres carrés. Je vais développer ensuite, mais du coup, c'est peut-être deux enjeux un peu différents. Sogaris, en effet, c'est vraiment un acteur public-privé qui est né de cette question de la place de l'entrepôt en ville, ou plutôt de cette volonté de faire sortir l'entrepôt en ville, qui est quand même une vision politique qui a été très marquée dans les années 50 et 60, avec le départ du marché de gros des Halles vers Rungis et la création du mine de Rungis. Et cette idée à l'époque qu'il fallait vraiment structurer, alors une idée que moi je trouve assez avant-gardiste par ailleurs, qu'il fallait structurer vraiment les entrées d'agglomération avec des plateformes logistiques d'envergure, des embranchements intermodaux le cas échéant. C'est le cas de la plateforme de Rungis, qui n'est pas le mine de Rungis, qui est une plateforme à part, qui avait un embranchement ferroviaire, qui pour l'anecdote n'a jamais été actif. Et donc voilà, cette vision autour de la plateforme logistique décorrélée de la ville. Le développement urbain a fait que la ville, elle a aussi rattrapé ces plateformes. Donc je pense à Rungis, je pense à Gare au Nord, et puis je pense à d'autres plateformes historiques. Alors une ville de zoning, c'est des zones d'activité, des zones monofonctionnelles qui nous ont rattrapés, mais en tout cas là où à l'époque la plateforme de Rungis, elle avait été construite dans les champs. Aujourd'hui, c'est une plateforme urbaine malgré tout, et qui cherche à retrouver aussi une forme de cohérence avec cette ville qui a évolué. Et puis en effet, on voit que les enjeux d'organisation des activités en ville et des acteurs qui approvisionnent ces activités ont considérablement changé. Cette course sur les ou le dernier kilomètre et les derniers mètres, elle s'est vraiment considérablement intensifiée. Et donc, depuis plus d'une dizaine d'années, des acteurs comme Sogaris sont vraiment face à un enjeu de diversifier les réponses, plutôt que d'essayer de reproduire le modèle de la plateforme de Rungis sur l'ensemble du pourtour de l'agglomération. Et l'approche est la même sur les métropoles en région. C'est finalement comment on crée ce que nous on appelle un réseau de sites ou un maillage d'outils d'immobilier logistique qui viennent vraiment apporter une réponse à la diversité, à l'hétérogénéité des besoins et à toutes les échelles de ville, depuis la périphérie jusqu'à l'hypercentre parisien, avec du coup des échelles de mètres carrés qui sont évidemment pas les mêmes. Et on verra que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Donc, vous avez accompagné la sortie de la logistique des villes. La ville a rattrapé les sites sur lesquels vous êtes, que vous aviez développés. Et du coup, vous vous dites, la demande, elle se reformule à nouveau dans le centre-ville d'une autre façon synthétique. On peut aussi saluer tout le travail de la recherche. La recherche a beaucoup mis en avant dans les années 2000-2010 l'absence finalement le départ et l'absence de mètres carrés logistiques en ville, face quand même à des enjeux d'organisation des activités qui
qui appelait quand même à ce retour des surfaces. Alors on le connaît tous dans les éléments de pédagogie, on a beaucoup manipulé des concepts de plateformes de logistique urbaine, d'hôtels logistiques, d'espaces urbains de distribution ou espaces de logistique urbaine. Moi je repars souvent de la nomenclature officielle de la Philog, puisque c'est en tout cas la plus efficace en termes de descriptif. Ça a eu le mérite en tout cas de permettre à des acteurs comme Sogaris et à d'autres, à un moment donné, d'accompagner finalement un mouvement auprès de tous les acteurs de la fabrique de la ville sur la compréhension du fait que la logistique, c'était plus qu'une question d'entrepôt, c'est une question d'immobilier plus large, et que donc ça prend des formes, ça interroge des fonciers de manière très très différente, ça n'appelle pas les mêmes outils, les mêmes enjeux aussi d'économie de projet, les mêmes enjeux d'organisation et d'exploitation ensuite pour les acteurs, mais c'est bien cette diversité de réponses qu'en effet on cherche nous en tout cas à adresser en revenant en ville sous d'autres formes. Très bien, vers lequel je me tourne. Alors j'avais pensé à Corsalis, parce que vous, votre intuition au finish, elle est plus récente, de vous dire il y a de la demande. Donc on peut imaginer que voilà, vous avez eu du nez en vous disant il y a quelque chose à faire. Alors oui, l'intuition, effectivement, en tout cas la création de Corsalis est ô combien plus récente que celle de Sogaris. Mais c'était quand, rappelez-nous? Janvier 2020. On est un bébé Covid. Donc effectivement, c'est sûr que l'approche de notre secteur d'activité avant et après pandémie n'est pas tout à fait le même. C'est sûr qu'il y a 3 ans, quand on battait le pavé pour expliquer ce qu'on voulait faire, on avait un peu moins de succès, on va dire ça comme ça. Mais non, pour revenir à la question initiale qui était l'état de la demande, et ce que disait Juliette est absolument vrai. L'état de la demande aujourd'hui est que, on l'a vu tout au cours de la matinée, il y a tout un tas d'acteurs, des chargeurs, des opérateurs logistiques, transport, qui se cherchent. L'explication tout à l'heure sur les ZFE, je pense, contribue à complexifier encore l'appréhension de ces acteurs économiques dans comment demain je fais pour continuer à opérer en ville, etc. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, cette demande, elle est évidente, mais elle est complètement masquée, sclérosée par l'incapacité d'appréhender la contrainte réglementaire, son évolution dans le temps, sa stabilité, les orientations qui vont être prises, les dérogations dont on a appris qu'elles étaient multiples. Ça, c'est d'une part le contexte environnemental, et de l'autre, l'absence de réflexe sur des solutions immobilières types auxquelles on pourrait se raccrocher, dans lesquelles on peut projeter son activité. Là où le monde de la logistique, je dirais classique, depuis longtemps, a l'habitude des gros entrepôts, etc. Et je dirais il y a une offre et une connaissance et des standards de bâtiments logistiques qui sont suffisamment ancrés dans le marché pour permettre à tout opérateur de réfléchir à la manière dont il va organiser son activité. Dans la logistique urbaine, cette difficulté d'appréhender le contexte réglementaire et les contraintes, plus l'absence d'offres, je dirais massive, en tout cas, parce qu'elle existe cette offre, mais elle est très faible, je pense, complexifie encore le travail des acteurs économiques pour se dire, bon ben ok, demain il y a des évolutions réglementaires, je les cerne mal, j'ai besoin de continuer à opérer de mieux en mieux la ville, sauf que je ne sais pas dans quel type de solution immobilière je vais pouvoir projeter mon activité. Donc, et ça, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, et c'est une des discussions d'aujourd'hui, pour les opérateurs immobiliers, tous les acteurs de la filière immobilière, d'anticiper, je dirais, ce sujet-là pour aider les acteurs économiques à se libérer l'esprit de la problématique immobilière en leur proposant des choses qui sont déjà prêtes à l'usage en fait. Cette logique de rencontre d'une demande et d'une offre, on l'adressera, mais alors peut-être en fin du tour de table à Eric Schiller, j'allais dire à Arthur Lloyd, mais parce que quelque part c'est le métier d'un broker. Mais bon, d'abord je me tourne vers vous. Je pense que vous êtes tous membres d'Afilog. Bon, tant qu'à faire, autant profiter de la présence sur scène de son président. Alors, il a été fait mention du travail qui a été fait, alors un peu théorique d'Afilog, mais dans la répartition des profils de sites, de besoins, qui allaient de la grande plateforme en périphérie jusqu'à l'ELU. Aujourd'hui, c'est quoi les combats ou les chantiers d'Afilog pour participer positivement à cet enjeu de créer une offre et de répondre à une demande de mètres carrés en ville?
Enfin, de manière effectivement très simple pour répondre à cette question. Alors, depuis ce matin, on entend parler effectivement d'optimisation, de mutualisation. On vient d'entendre parler de ZFE, on a entendu parler de camions propres. Tout ça, c'est très important, mais ça n'aura de réalité que si on a la capacité de faire un immobilier logistique qui répond à ces organisations. Or, le problème du mètre carré disponible pour construire un immobilier logistique, qui soit à l'extérieur ou qui soit, et surtout à l'intérieur des centres urbains, c'est le problème numéro un. Il faut absolument qu'on ait des mètres carrés pour pouvoir construire de l'immobilier logistique. Alors ces mètres carrés, on demande actuellement au pouvoir public de travailler sur, je le disais ce matin d'ailleurs, sur les PLU, sur les SCOT, pour pouvoir avoir une petite vision de où on pourra faire de la logistique, c'est ce que disait Rémi. Hein, si on ne sait pas où on va s'implanter ni ce qu'on va pouvoir y faire, c'est pas très simple. Donc on veut travailler sur ce sujet. Et l'autre sujet, enfin pas l'autre sujet, mais en parallèle de cela, on souhaiterait que la friche industrielle, quand elle est urbaine, puisse être réservée en partie à la construction de bâtiments logistiques. Or aujourd'hui, quand il y a une friche industrielle en périphérie de la ville ou dans la ville, elle va d'abord pour construire du logement, beaucoup moins dans les bureaux maintenant parce qu'il y a un peu de place, mais pour le logement, c'est du logement. Et on ne pense à la logistique que vraiment quand on n'avait rien d'autre, quoi, hein. On est vraiment le parent pauvre. Donc là, il faut absolument qu'on ait des mètres carrés qui soient visibles, prévisibles, pour qu'on puisse travailler sérieusement sur cet immobilier logistique. Et on va revenir sur ces sujets, mais j'aimerais d'abord finir ce petit tour de table introductif. Justement, quand on est broker, qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à un potentiel utilisateur qui est en recherche de mètres carrés? Vous nous avez montré en fin de matinée en tandem avec Urbit que parfois, on trouve quelque chose qui répond bien, ou en tout cas de façon satisfaisante pour lui à un potentiel utilisateur. Mais votre métier aujourd'hui, Eric Schiller, ça revient à dire à beaucoup de monde: ah ben non, pour l'instant, il n'y a rien, et il n'y a rien qui se profile parce que tout le monde réfléchit, concerte pour savoir quels seront ces mètres carrés. Alors, si vous m'aviez posé la même question il y a moins de 2 ans, hein, quand on a créé ce département dédié à la logistique urbaine, je n'aurais pas su vous répondre en fait. Et la création de ce département, justement, c'est l'impulsion de nos clients, qu'ils soient utilisateurs ou même investisseurs, hein, qui a fait qu'on en est arrivé là. Aujourd'hui, sur une offre adaptée à la logistique urbaine à mettre en face d'une demande, on continue d'avoir peu de choses à proposer. On commence à avoir certains sujets, mais parce que y a un certain nombre d'acteurs précurseurs mobilisés sur cette question qui sont aujourd'hui capables de sortir des mètres carrés bien localisés pour y faire de la logistique urbaine. Donc on commence à avoir des sujets. Il reste encore un travail énorme de sensibiliser des promoteurs, des foncières, qui sont potentiellement spécialisés sur d'autres types d'immobilier, d'aller regarder un petit peu dans les lignes de leur patrimoine et de voir si c'est pas possible éventuellement de revoir certaines surfaces et de les adapter à une utilisation de logistique urbaine. Le travail qu'on fait aujourd'hui, il est là, c'est que la demande, et là je rejoins Rémi, la demande elle existe, elle est là, il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit qu'elle était pléthorique. Là, elle se structure un peu, on va dire. Mais c'est l'offre en face qui est le vrai challenge pour nous aujourd'hui. Moi, il y a une question que je me pose. Ces mètres carrés, on ne peut pas tout y faire, a priori. Le mètre carré logistique en ville, c'est un mètre carré de cross-docking, ou ça peut être un mètre carré d'un stockage raisonnable, ou pas du tout de stockage. Est-ce que la possibilité d'un stockage de masse, par exemple, dans Paris,
Moi, je pensais que c'était pas possible. Il y a des projets, je pense à un d'envergure en sous-sol pour le coup, qui prépare 2 fois 30 000 mètres carrés, je crois, du côté du 12e arrondissement, qui ouvre la perspective de stockage de masse. Voilà, qu'est-ce qui est possible et pas possible, même d'un point de vue réglementaire. Ça, c'est assez clair, et je parle de Paris, où c'est comme les ZFE, au finish, à s'interroger, on finit par multiplier les points d'interrogation. Je peux répondre, mais sous le contrôle de Claude. Alors, on va dire du point de vue de l'activité logistique, on sait à peu près dire. En ville, on ne peut pas faire de stockage de masse, puisque notamment au niveau de la ville de Paris a proscrit les installations classées pour la protection de l'environnement type entrepôt de stockage, donc de son périmètre. Pour autant, elle a hérité d'ICPE historiques, qui elles sont toujours actives, certaines, et qui sont évidemment un bien très précieux dans Paris. Je pense à la gare des Gobelins notamment, voilà, pour ne pas Parce la que c'est citer. là les 2 fois 30 000 que j'évoquais en sous-sol. D'accord, il y a déjà le volet ICPE, il est historique. Il y a l'héritage en tout cas, je et comprends. qui rend ce site d'autant plus exceptionnel qu'on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui. Pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, en tout cas dans les enjeux réglementaires, il va plutôt résider sur la coexistence, la mixité fonctionnelle, la coexistence avec d'autres fonctions, même quand on n'est pas sur des activités de stockage, le simple fait d'avoir une activité de flux, la coexistence avec, alors on va dire, des bureaux, des logements, maintenant on sait à peu près le défendre. Plus on va aller chercher de la mixité avec des fonctions qui accueillent du public, plus on vient quand même créer une vraie complexité de projet. Donc ça, c'est quand même un vrai enjeu. Et le deuxième volet réglementaire, sur lequel on a encore beaucoup de travail, c'est tout ce qui relève des contraintes d'exploitation sur les flottes de véhicules des exploitants. Je pense principalement au sujet de recharge de batteries électriques, puisque voilà, c'est un des enjeux aussi de la ZFE. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se casse beaucoup les dents sur ces éléments-là, puisqu'en fait, on arrive dans quand même, on peut le dire, une schizophrénie assez importante. Nous, en tout cas, en tant que foncière, on est aussi un bailleur qui exige de ses exploitants des engagements en matière de verdissement de flotte, mais on a des sites urbains qui se prêtent très difficilement, d'un point de vue réglementaire, au stationnement et à la recharge de batteries électriques. Donc on demande aujourd'hui aux acteurs d'être agiles, mais la ville en même temps leur permet pas complètement en fait d'opérer cette bascule. Pourquoi ? Parce qu'on développe des mètres carrés en sous-sol, parce que la réglementation aujourd'hui n'adresse pas la question de l'espace de logistique urbain dans cette dimension-là, que par défaut, quand on développe des surfaces en sous-sol pour stationner des véhicules et les charger, ça s'appelle un parking, et qu'un parking, c'est très contraint d'un point de vue réglementaire. Donc ça, c'est des jurisprudences qu'on est en train de créer au travers des projets, tout comme dans le passé, Sogaris a pu créer des jurisprudences, je pense aussi à la RATP sur le sujet des centres de remisage bus. Voilà, il a fallu écrire des approches qui n'existaient pas sur ce sujet de la logistique, du stationnement de véhicules. On continue à avancer, mais c'est un vrai frein en termes de visibilité sur la capacité à transformer certains sites. Je pense que Corsalis me rejoindra. Et ça participe encore plus au brouillage des cartes dont on parlait sur ces acteurs qui ont une expression de besoin, qui ne correspond évidemment pas aux surfaces possibles. Il faut les faire matcher, mais on vient leur rajouter quand même pas mal d'inconnus et on les met en risque. Sur ces inconnus, vous avez... Non, mais on est tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit. Il y a un autre phénomène, je crois qu'il faut qu'on prenne tous en compte, une fois qu'on a résolu les problèmes réglementaires et tout ce qu'on veut, c'est l'acceptabilité de la plateforme plus ou moins grande dans le centre des villes par la population. Et là, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Je rappelle quand même que globalement, l'image de la logistique, c'est une image de nuisance. On crée des bâtiments, on crée du flux de camions, on crée tout ce qu'on veut on imperméabilise du sol. Et donc, il y a véritablement cet aspect de l'acceptabilité. Et là, je crois, puisqu'on le disait et on l'a travaillé avec Sogaris sur les différentes étapes qui peuvent amener à la logistique, à l'immobilier logistique pour la livraison du dernier kilomètre, il faut qu'on travaille de manière réaliste, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le maximum de plus grands bâtiments. Si je prends la métropole parisienne, parce que c'est plus simple pour eux, entre
la A104 et la A86, qu'on ait des grands bâtiments qui soient derrière la 104, et puis qu'on ait des bâtiments de dispatching qui ne sont pas des trop gros bâtiments qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de la ville. Je veux dire, il faut être raisonnable. On n'est pas prêt, je crois, à avoir des bâtiments de stockage dans le centre de Paris, quoi. Je rappelle que les bureaux d'Affilox sont rue de Castiglione. Ça me gênerait quand même d'avoir un bâtiment logistique dans le parking Vendôme. Sur cet immobilier logistique qui participe du dispositif de la logistique urbaine ou des opérations urbaines, entre la 86, du moins la première, deuxième couronne, on a des choses qui commencent à sortir. Ce matin, Ikea, dans sa présentation, a bien dit, voilà, à partir du moment où en 2019, on s'est installé sur 2 niveaux à Gennevilliers, on a pu commencer à adresser des enjeux urbains. Il y a d'ailleurs pas très loin sur le port de Gennevilliers, un gros projet d'envergure qui aura 4 ou 5 niveaux, quasiment 100 000 m², toujours en bord de fleuve. On a des choses, et les développeurs immobiliers, il y en a beaucoup qui nous parlent de projets à 1, voire 2 niveaux, comme ça, autour de Paris. Dans le centre de Paris, pour le coup, on est sur des profils de sites, et là peut-être que je voudrais vous dire, il y a des sites que vous avez développés ou que vous avez vus dans vos métiers qui vous donnent qui vous disent il y a du nouveau, quoi. Il y a du nouveau dans le profil, dans l'organisation, dans l'usage. Il y a des choses que vous avez en tête. Alors Rémi, peut-être des choses sur lesquelles vous travaillez, je ne sais pas. Oui, absolument. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure qui était les usages, je pense qu'aujourd'hui, il y a 1000 usages possibles de ces locaux, et le terme de logistique urbaine, je ne sais pas si on en sera d'accord tous, mais est déjà un peu galvaudé en lui-même. En fait, on est juste en train de parler de réintroduire dans les villes des activités, je ne sais pas comment les appeler, mais productives ou industrielles ou tout ce qu'on veut, qui en avaient été évacuées progressivement depuis des décennies. Donc, et ces usages-là sont multiples. Les donneurs d'ordre qui en sont à l'origine sont multiples aussi, et ça veut dire que l'activité qui va être hébergée dans ces locaux-là, les contraintes techniques, les aspects réglementaires associés sont également multiples. Donc, je pense que notre métier sur ce sujet, la complexité de notre métier sur ces sujets immobiliers, n'est pas de faire sortir de terre ou, en tout cas en restructurant un immeuble existant, de cocher toutes les cases qui permettraient de rendre un local compatible à tous les usages qu'on pourrait en avoir, du stockage, de la recharge de véhicules électriques, du je ne sais quoi, de l'accueil du public éventuellement pour faire du click and collect, parce que ça n'existera pas, ça ne sera pas possible à un moment donné, en plus en tenant compte du sujet de l'acceptabilité et de l'intégration dans le tissu urbain qu'évoquait Claude. Notre métier, il est plutôt de proposer une large palette de solutions immobilières très hétérogènes les unes les autres, mais assumées comme telles, en partant du postulat que à chaque typologie de solution, surface, accessibilité, cadre réglementaire en termes d'exploitation, correspondra un usage d'une étape de la solution supply chain d'un donneur d'ordre. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas rougir de dire que tel local n'est pas accessible en poids lourd, tel local fait 3,50 m de hauteur libre. Ça ne correspondra pas aux usages de certains opérateurs, mais ça rentrera tout à fait dans la plaque d'un schéma logistique d'un retailer. Et ce qu'on évoquait ce matin à la table ronde, le chemin le plus court entre un entrepôt situé à l'extérieur de la 104 et le pas de porte d'un client n'est plus le 19 tonnes qui fait toute la journée une tournée dans Paris. Donc ce schéma le plus court et le plus vertueux, qui va être encouragé par la réglementation, c'est un peu la démultiplication des ruptures de charge pour, du niveau le plus élevé au granulat le plus fin, venir amener cette fonction entre guillemets logistique au pas de l'apport du consommateur final. Et derrière tout ça, il y a une multitude de solutions immobilières qui pourront, les unes après les autres, éventuellement être intégrées dans le dispositif logistique d'un même utilisateur. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à la logistique classique. Un site qui cocherait toutes les cases, vous pouvez pas en remonter en termes d'offres. Vous avez visité en tout cas des sites qu'on vous a présentés comme des sites logistiques dont vous vous dites mais qui pourra bien se retrouver à exploiter ces murs. Du moins il y a
j'allais pas dire tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment des choses surprenantes avec des contraintes fortes, mais dont vous dites que peut-être de la même façon, peut-être que finalement, ça finira bien par cocher une majorité de cases pour quelqu'un qui voudra s'y installer. Alors, moi, je reviens un petit peu sur la demande et sur le type d'activité. Aujourd'hui, ce qu'on capte, nous, en termes de demande, c'est beaucoup du flux, beaucoup du cross-docking, beaucoup de la distribution. Donc à partir du moment où votre schéma, c'est de faire rentrer de la marchandise de manière massifiée le matin et de la faire ressortir aussitôt pour qu'à la fin de la journée, vous n'ayez plus de marchandises chez vous, la question d'aller faire monter des marchandises en étage, forcément, c'est un peu... c'est pas du tout optimal en fait. Et forcément, sur certains types de surfaces assez petites, où on va vraiment juste traiter des colis dans la journée pour les ressortir aussitôt, forcément, à partir du moment où vous allez proposer des goulets d'étranglement qui sont des monts de charge avec des niveaux, ça va être un petit peu plus difficile de trouver l'exploitant de logistique urbaine qui va pouvoir... Mais il y en a des sites organisés comme ça qui potentiellement sont sur le marché. Il y en a. Vous allez en avoir de plus en plus. Vous allez avoir, enfin, il commence déjà à y avoir sur le marché des solutions à étage où vous allez faire remonter des marchandises à un niveau supérieur par un convoyeur notamment. Et ensuite là, vous allez avoir une aire de manœuvre pour des pour des véhicules utilitaires, des camionnettes, qui vont pouvoir récupérer des tournées et redescendre par une rampe, par exemple. Ça c'est des choses qu'on voit arriver, qui ont un petit peu de mal à trouver leur clientèle, mais qui sont là au bon moment et qui, à mon avis, resteront pas très longtemps sur le marché. Et voilà, en fait, il y a toujours cette espèce d'élasticité de se dire quelle est l'activité qui va avoir lieu dans cet espace et qui est-ce qu'on va aller chercher pour le faire. Un monocoliste installé depuis des dizaines d'années qui a un maillage national, il ne va pas aller sur des bâtiments qui ont une forme un petit peu spéciale, sans quai, sans porte, il n'ira pas. Mais par contre, vous allez avoir un certain nombre de deux cas de figure. Soit vous avez des nouveaux entrants qui vont s'y coller, soit ces gens-là, donc les monocolistes dont je parlais, vont se dire et revoir leur modèle pour s'adapter, pour venir avec les bons véhicules, parce que le site est tellement bien placé que forcément il faut y aller et que ce serait quasiment dommage de le laisser à la concurrence. Moi, j'en reviens à ma question de départ qui était la localisation et le mètre carré. Je pense quand même qu'il y a des localisations qui sont telles qu'en effet, ça change complètement l'équation. Nous, on fonctionne avec des cahiers des charges types. Quand on regarde des sites, on applique une grille critère. Il y a des sites où on les voit tous les 2 ans et on n'a pas la même analyse tous les 2 ans. Et il y a des sites qu'on a vus il y a quelques années où on se disait ça ne marchera jamais et qu'aujourd'hui, on est en train de sortir. Ça veut dire quoi quand vous dites il y a des sites, on les voit tous les 2 ans, vous en tant que Sogaris je vous donne un exemple. L'ancienne station-service donc de la porte de Champéret, sous la main jaune, on l'a visité plusieurs fois avec la ville de Paris qui s'est posé des questions. Pour nous, c'était le point d'irritement, c'est qu'il n'y avait pas d'accès poids lourd. On se disait c'est sur le périph', c'est génial, mais il n'y a pas d'accès poids lourd. C'est 2000 m² sans accès poids lourd. On a quand même fini par se positionner dessus. On a répondu à un appel à projet. On a fait un appel à manifestation d'intérêt. On a eu, je crois, plusieurs dizaines de marques d'intérêt pour visiter le site. Et aujourd'hui, on est en train d'y implanter un messager. Donc, chose qu'on n'aurait jamais imaginée, même quand on répondait. On ne pensait pas avoir ce type d'approche-là. Alors, c'est vrai que ce qui est difficile, et c'est toujours important de le dire, c'est que le métier de l'immobilier, c'est un métier du temps très long. Entre le moment où on commence à regarder des fonciers, le temps des études, porter les permis, le temps des chantiers, on n'a pas de prospect quand on commence nos projets. C'est très dur d'avoir déjà une approche très fine des potentiels utilisateurs. Nous, le cas de figure qu'on rencontre le plus souvent, c'est « mais nous, on ne viendra jamais là ». Et c'est souvent ceux qui disent ça qui viennent. Alors, c'est pas, je ne dis pas ça pour les critiquer, c'est qu'ils n'ont pas cet horizon-là, en fait. Ils n'ont pas cette temporalité. On parle d'acteurs qui sont sur des visions à 18-24 mois au grand maximum.
Et donc sur des temps de développement très longs, sauf à vraiment être sur l'implantation la plus stratégique qu'on puisse imaginer et qui coche toutes les cases. Il y en a encore quelques-unes, mais elles sont quand même très rares. J'ose espérer que Sogaris les développe pour la majorité. C'est très compliqué d'avoir des acteurs qui savent s'engager et qui savent même nous raconter les process qu'ils mettraient en place. C'est quand même souvent le site qui va amener à raconter l'histoire. Alors, il y a pour autant, on va dire, quand même, surtout donc sur le B2C, il y a pas mal d'acteurs qui ont des process à peu près maîtrisés, où là, on va dire, ça rentre assez vite. Mais il y a aussi des acteurs qui ne sont pas dans ces schémas aussi agiles et qui commencent quand même à venir investir aussi les surfaces qu'on développe en ville, qui en ont besoin, hein, et qui essaient de passer ce cap-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je crois qu'il ne faut jamais qu'on oublie que, d'abord, on parle souvent, et je le regrette, de logistique urbaine. Or, il y a 10, 15, je ne sais pas combien de sortes de logistique. 30, on a dit ce matin, 30, dans la première, voilà. 30 Donc, filières. Il y a un nombre très important de logistiques qui desservent les zones urbaines, selon les produits, selon les opérateurs, selon les organisations. Donc ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et puis le deuxième point, et on l'a vu aussi au cours de la journée ou de la matinée, c'est l'évolution de tout ça. Ça va très vite. Il y a plein d'entreprises qui lancent des nouvelles idées. Donc le besoin d'aujourd'hui, ce n'est pas le besoin dans 2 ans et ce n'était pas le besoin qu'on avait dans 2 ans. Mais Sogaris connaît bien le problème. Hein. Sogaris a construit à Paris la porte de la Chapelle. On a mis 10 ans pour le mettre en œuvre, ce bâtiment. Malheureusement, je trouve que quand on est arrivé à la mise en œuvre, on ne répondait plus aux besoins qu'on avait imaginés 10 ans plus tôt. Hein. Et on a un emplacement merveilleux qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il aurait dû être si on avait été plus vite pour le faire. Et son histoire n'est pas forcément finie, il faut se positiver. Alors moi, j'aime beaucoup parler de Chapelle Internationale parce que je pense que c'est vraiment le meilleur exemple. Enfin, ce qui fait la réussite du projet, c'est son agilité. C'est-à-dire qu'en effet, on avait pour le coup suffisamment de surface aussi pour, en effet, le fait de sortir. C'est une opération qu'on a sortie en blanc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout pré-commercialisé les surfaces. On est quand même sur une échelle d'opération qui présente un risque certain, mais c'était assumé par Sogaris. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le cœur du projet, c'est un terminal ferroviaire. Et on a clairement intégré des paramètres, y compris de modèles d'exploitation ferroviaire, qui, quand même, je le rappelle, c'est un modèle qui n'existe pas. En fait, du fret ferroviaire urbain, ça n'existe pas. Donc on est parti de postulats qui ont été tous annulés en cours de développement, parce que finalement tous les opérateurs qu'on approchait nous disaient certainement qu'on fera rentrer un train dans le terminal un jour, mais en tout cas on ne l'opérera pas du tout comme vous l'aviez imaginé. Et donc en fait on avait développé 17 000 m² terminal ferroviaire, où tout le monde nous a dit un train pourra rentrer, mais par contre toutes les surfaces que vous avez imaginées pour exploiter le train, ça ne marchera jamais, on le fera ailleurs. Et donc, heureusement, la force du projet, c'est d'avoir développé un terminal qui peut toujours faire rentrer un train, mais qui a su accueillir d'autres activités et devenir multi-activités. C'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on est fort, nous, Sogaris, et je pense à Ville de Paris également, quand on dit il faut pouvoir développer ce type de projet, il faut préserver l'avenir, il faut créer ces intermodalités. Même si le train n'est pas actif aujourd'hui, on rend possible le fait qu'il le soit demain, tout en ayant une multi-activité. Et pour le coup, peut-être que l'erreur qu'on avait commise au départ, et c'est important de le dire, c'est d'imaginer finalement un terminal très monofonctionnel, là où en fait l'enjeu c'était bien cette multi-activité et cette intermodalité. Peut-être 2 remarques. Il y a un enjeu évidemment de réversibilité majeur quand on travaille dans la ville. C'est peut-être moins vrai pour des gros entrepôts périurbains, mais quand on travaille dans la ville, c'est majeur, pour faire référence à ce qui était évoqué sur Chapelle Internationale. Après, sur le sujet qui était la place dans le paysage urbain, je retiens 2 choses. La première chose, c'est que, et on partage ce constat, quand on discute avec un utilisateur d'une solution qui sera disponible dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'on sait lui montrer sur plan, mais sans avoir vraiment de choses concrètes, le premier retour qui peut être fait, c'est trop éloigné de mon modèle, donc ça ne m'intéresse pas. Les utilisateurs de ces surfaces ont besoin de concret, de pouvoir se projeter dans les locaux, et c'est pour ça qu'on a besoin de produire une offre pour pouvoir mettre les gens face à un actif immobilier qu'ils puissent visiter, regarder, dans lesquels ils puissent projeter leur activité. Ça, c'est un point pour moi qui est majeur et qui implique du coup du développement, selon l'expression consacrée, plutôt en blanc
plutôt que d'attendre une expression de besoin d'un utilisateur qui va soit jamais arriver, soit avoir une wishlist tellement improbable qu'elle sera impossible à mettre en œuvre. Le deuxième sujet par rapport à la place de la logistique dans le paysage urbain, qui est le thème de cet échange, pour moi il y a deux choses. On disait tout à l'heure qu'on était en train de travailler à réintégrer la fonction logistique dans la ville. Il y a deux manières de faire. Il y a les petits pas et les grands pas. Les grands pas, je prends l'exemple, je reviens sur le dossier de Gobelin dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai pas l'histoire exacte en tête, mais qui doit avoir fait l'objet d'un appel à projet Réinventer Paris peut-être de 2015 ou 2019. Ou 2019, bon, qui va sortir dans les années qui viennent. Ce sont des projets très ambitieux ou de grands projets de rénovation de quartier dans lesquels on va réintégrer de la mixité. Ce sont des projets très ambitieux qui se mettent en œuvre à l'échelle d'un quartier, qui sont très invasifs et qui vont prendre très longtemps à se mettre en œuvre. On peut se poser la question, Gobelin, dans 3, 4, 5 ans, quand ça va sortir, je n'ai pas en tête le calendrier exact, de ce qui va se passer quand on va, après y avoir réfléchi il y a quelques années, réimplanter 60 000 m² de logistique ICPE au milieu de la ville. Est-ce que c'est une question ouverte, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce qu'on n'amène pas un peu un monstre dans la ville? Mais ça, c'est une question. Et se pose la question sur ces temps longs du décalage qu'il peut y avoir entre le moment où les appels à projets sont lancés, le foncier est maîtrisé et où on pense des projets, et la matérialisation de ces projets plusieurs années, mais plusieurs années après, quand ils se matérialisent, s'ils sont toujours raccords avec les attentes des riverains en termes d'apaisement des villes, la nature des flux, l'organisation des opérateurs économiques. On disait tout à l'heure qu'ils réagissent à 12-24 mois. Les gens avec lesquels on parle, leur horizon de temps, c'est 3 à 6 mois jusqu'à la prochaine levée de fonds, jusqu'au prochain rachat par Pierre, Paul ou Jacques. Ça va extrêmement vite, beaucoup plus que dans la logistique ou le commerce, je dirais, périurbain. Donc ça, c'est la logique des grands pas, mais ça pose effectivement cette question de est-ce que quand je conçois quelque chose, jour 1, dans 3 ans, dans 5 ans, quand ça va sortir, ce sera toujours la bonne solution. Et la deuxième solution que j'appelais la démarche du petit pas, c'est de réinvestir, de ramener de la fonction logistique dans le patrimoine bâti existant. Avantage, inconvénient, l'un c'est beaucoup plus massif, ça va permettre d'avoir des solutions beaucoup plus volumineuses, mais ça prend du temps. L'autre, on va plutôt s'inscrire dans les quartiers, on va être moins invasif, mais on va être sur des solutions de taille plus réduite. Et je pense que la bonne solution, de toute façon, comme dans tout, ça va être le bon équilibre entre ces deux logiques. Mais vous pouvez dire quand même que Corsalis, c'est plutôt la logique des petits pas que vous voulez défendre. En tout cas, l'idée qui a été celle qui a présidé à votre fondation, c'était la vision, en tout cas. Oui, c'est la vision parce que, je pense que tous les sujets d'appel à projet, c'est très intéressant. Voilà, à titre personnel, dans Corsalis, on n'a pas la ressource pour mobiliser des ressources importantes sur ces appels à projets qui sont très chronophages et très riches, mais très intéressants, et on s'y plie quand on en a l'opportunité. En revanche, effectivement, notre conviction, c'est que les territoires, les collectivités, elles ont besoin de solutions, les acteurs économiques ont besoin de solutions disponibles à court terme, à courte échéance. C'est aujourd'hui que quand on est à Lille, il y a 3 camionnettes garées en double file devant un immeuble avec 3 opérateurs qui livrent le même immeuble à la même heure. Et c'est la même chose dans toutes les agglomérations de France. Et les réponses à ces problématiques quotidiennes qui génèrent la grogne sur la logistique, qui génèrent l'incompréhension, qui génèrent les mauvais messages autour de la logistique en ville, ce n'est pas des solutions qui vont être disponibles dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont répondre à ça. Donc on a la conviction qu'il faut développer des opérations qui soient rapidement opérationnelles, en guise de proof of concept, laisser un opérateur rentrer dedans, l'exploiter et montrer à la collectivité, aux riverains, les bienfaits de ces activités nouvelles. Rémi, vous mentionniez Lille, c'était fortuit ou c'est justement parce que vous avez un projet à Lille dont vous pourriez nous... Non, ne me prêtez pas ce type de pensée. Non, pas du tout. C'était absolument fortuit pour le coup, mais je sais que, pour y avoir vécu longtemps, que Lille est très sujet à ces problématiques d'engorgement de l'hypercentre et de problématiques de livraison. Il se trouve qu'on a une opération là-bas également, mais c'était un hasard, mais je pense que il y a un vrai sujet. Et Claude évoquait aussi le sujet de l'acceptabilité. C'est pas la même chose quand on va présenter un projet sur un territoire, dans une ville, dans un quartier
qui va durer 3 ans, 5 ans avec des grandes opérations de démolition, de reconstruction, etc., que quand on réintègre une activité dans un local qui était un peu devenu délabré, une friche, une verrue dans un quartier, et où on ne va pas modifier fondamentalement l'équilibre architectural et la vie et les proportions du quartier. Donc je pense qu'il faut peser à chaque fois le projet massif, ambitieux, qui va être très long à mettre en œuvre et probablement très compliqué à faire accepter, de projets petits pas, qui seront peut-être plus simples et plus rapides en tout cas à mettre en œuvre. Juliette, grand pas, petit pas, Sogaris maintenant entend avoir les deux allures, c'est bien cette idée, avec un historique plutôt grand pas, et aujourd'hui la volonté d'avoir aussi la capacité à mener des projets petits pas, et d'ailleurs des plus petits projets. Oui, nous, c'est vraiment la logique du maillage diversifié. Hein. Donc, c'est vrai qu'à date, on gère, nous, un patrimoine avec la plateforme de Rungis dont je parlais, c'est 200 000 m² d'entrepôt. Et notre bébé, notre plus petit site, il fait 800 m² dans Paris. Donc, on a cette diversité. Après, je rajouterais, je ne veux pas être celle qui rajoute à chaque fois des contraintes. Pour autant, je trouve qu'il y a un enjeu aussi de plus en plus prégnant du côté de la demande. C'est vraiment les conditions de travail. On est sur des surfaces qui sont des surfaces code du travail. Et il y a quand même une préoccupation croissante des exploitants sur les conditions de qualité de l'air, d'éclairage, d'ergonomie, qui ne sont pas liées qu'au site aussi. Enfin, c'est des sujets plus globaux aussi autour, je pense notamment pour les activités de messagerie, dans l'utilisation des véhicules, et qui posent beaucoup de questions, puisque finalement, c'est vrai que... Claude le disait, on vient rarement chercher la logistique en disant on aimerait beaucoup qu'il y ait de la logistique dans ce quartier. Sauf quand il y a des parkings vacants, où là, on vient nous voir en disant on a un très beau délaissé et on aimerait vraiment beaucoup que ce soit un espace de logistique. Et en fait, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de faire comprendre que l'acceptabilité de la logistique en sous-sol, elle pose question, de par tout ce que j'évoquais sur les sujets de risque, de sécurité incendie et de contraintes qui s'imposent à nous, mais aussi du point de vue de ce sujet code du travail. On voit quand même de plus en plus d'acteurs qui disent mais nous, on fait travailler des gens toute la journée sur ces sites-là. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exploiter un site sur le périphérique à la porte de Champéret ? Vrai sujet de qualité de l'air. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire faire travailler des acteurs en sous-sol, au moins sur des plages horaires assez longues. Et donc, à ça s'ajoute aussi la localisation, l'accès au transport en commun par rapport au lieu de résidence. Donc, c'est une bonne chose de voir que ces préoccupations, elles montent aussi en importance, hein, puisque c'est un des enjeux forts aussi du retour de la logistique en ville. C'est aussi que c'est un vivier d'emploi, c'est un vivier de mixité d'emploi sur les territoires. Et c'est quelque chose qui est très entendu et très regardé politiquement, notamment sur certains territoires. Pour autant, voilà, ces préoccupations-là, on doit aussi être en capacité d'y répondre. Et on a encore beaucoup de mal sur des projets, notamment quand on interagit avec des promoteurs, des aménageurs, à expliquer que ce serait bien que la logistique, elle voit la lumière du jour. Juste, vous mentionniez le plus petit, 800 m² pour Sogaris. Vous pouvez nous donner des précisions sur ces sites. C'est vrai qu'on a Rungis en tête, on a Chapelle Internationale, mais de sites Sogaris qui correspondent aussi à cette terre. Petites échelles de sites. Donc, dans la diversité, on va dire, des sites, en tout cas que nous, on détient Sogaris, on a, si on repart de l'exemple de tout à l'heure, un site sur 2 étages, on a reconverti donc, un ancien parking sous la dalle de Beaugrenais dans le 15e arrondissement. C'est 3000 m² sur 2 niveaux. Alors, on a de la chance, c'est du rez-de-chaussée et du R+1. Donc, on n'est pas enterré, même si on est sous dalle, qui sont exploités donc, par Chronopost, groupe La Poste, depuis la reconversion du parking en 2013. Ça, c'est un très bel exemple qui a vraiment aussi aidé à travailler sur cette acceptabilité. On a donc livré fin 2020 le P4, qui est donc un site de 800 m² sous le périphérique à la porte de Pantin. Qui nous a permis en fait, ce qui est intéressant, c'est que là pour le coup la logistique elle a permis de reconquérir un délaissé qui a été généré par le réaménagement des voiries à la porte de Pantin. Le fait de créer en fait le pôle multimodal a généré ce reliquat de surface. Et c'est vrai qu'à part de la logistique urbaine, on voyait mal quand même ce qu'on pouvait programmer sous le périphérique. Pour autant, c'est un projet assez agile puisqu'on n'est pas propriétaire de ce foncier, on est en autorisation d'occupation temporaire sur un cycle de 12 ans. Donc on a dû aussi trouver des solutions architecturales, modulaires, qui permettent de s'implanter et de repartir aussi sur des temps rapprochés. On est en train là, de réceptionner un projet 6500 m² de logistique à Ivry sous des logements.
Donc aujourd'hui, on a une grande diversité d'opérations, beaucoup en reconversion d'actifs, de délaissés, aussi en projet neuf. Et on joue, en tout cas sur cette échelle des petits pas, c'est des échelles entre du 500, 800 mètres carrés et plusieurs milliers de mètres carrés. À Ivry, j'en profite parce que je suis encore connecté là. À Ivry, c'est un concept d'hôtel logistique, non? C'est les Ardoines? Non, là, alors on développe aussi le projet des Ardoines à Vitry, c'est à Vitry, voilà. Non, pour le coup, Ivry, c'est les anciennes imprimeries du monde qui ont fait l'objet d'une vaste opération de redéveloppement. Et pour le coup, la ville d'Ivry est une ville qui porte une ambition très forte sur la logistique, sur l'industrie au sens large, et qui avait la volonté de recréer des surfaces d'activité productives. Et donc la logistique urbaine faisait partie intégrante, en tout cas, de leur acception de cette activité productive. Eric, a priori, ça veut dire qu'il y a des mètres carrés qui arrivent. Donc, du moins, le discours que vous devez avoir vis-à-vis des gens qui cherchent, et même des investisseurs, il est peut-être pas, il vous permet peut-être pas de leur fournir là une solution à court terme, mais d'être peut-être plus rassurant sur la façon dont ils pourront trouver des mètres carrés au service de leur supply chain urbaine d'ici à 2 ans, 3 ans. Vous êtes optimiste sur le sujet ? Oui, on est plutôt optimiste. Ouais. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur le marché, mais évidemment, je reprends ce que vous disiez, hein, on est sur vraiment des typologies de surface qui sont complètement différentes. On parlait d'étages, on parlait de commencer à 800 mètres carrés, mais d'aller jusqu'à 60 000. On parlait d'être au-dessus du niveau du sol, mais aussi en dessous. Donc en fait, oui, il y a plein de choses qui arrivent sur le marché. Encore faut-il que ces choses répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Et on le mentionnait tout à l'heure sur la grande logistique. Il existe aujourd'hui des standards de nombre de portes, de cours de manœuvre, de hauteur sous poutre, d'ICPE évidemment, puisque voilà, c'est de la réglementation qui a façonné l'actif logistique, on va dire de grande logistique. C'est des choses qu'on n'a pas encore forcément sur la logistique urbaine. Et donc voilà, donc oui, on va avoir des mètres carrés à proposer à nos clients. Par contre, on ne proposera pas forcément l'ensemble de notre catalogue à tout le monde. On sera obligé de faire un tri sur leur typologie d'activité. C'est bon pour le métier de broker et conseil parce qu'il y aura une vraie dimension de connaissance de ce qu'il y a, ce qui arrive, des caractéristiques. Du moins, c'est bon pour vous. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit passionnant. Oui. Oui, il faut quand même rester pragmatique. Hein. L'offre dont on est en train de parler, elle est très en deçà de la demande. Et on peut démultiplier nos petits pas, mais on sera toujours en dessous. Hein. Enfin, on ne sera jamais au niveau de la demande. Après, la question, c'est est-ce que cette demande, elle va se maintenir ou est-ce qu'on commence à observer aussi des phénomènes d'acteurs qui rebasculent sur des modèles périphériques, faute de trouver assez vite des implantations en ville. Donc on sait que là, on est vraiment dans une politique on écope pour essayer de sauver la barque, mais pour autant, on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Il y a peut-être la question du prix qui va doucher une partie de la demande quand même, ou au finish, quand on est dans une optique de réinvestir la ville d'un point de vue immobilier, mais d'un point de vue d'opération supply chain, cette question du prix, je ne dirais pas qu'elle est accessoire, mais on est prêt à aller sur des territoires, du moins on est prêt à revisiter la station-service, se reposer la question 2 ans plus tard, et peut-être que le prix qu'on avait trouvé trop élevé, de se dire pourquoi pas. Alors, sur ce sujet du prix, il y a plusieurs éléments. Évidemment, quand on travaille sur de la réhabilitation de locaux existants ou qu'on a la chance de travailler sur du foncier nu ou friche en ville, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur du coût d'achat qu'un terrain, même si par ailleurs, ces dernières années, les fonciers urbanisés en zone périurbaine ont vu leur prix également exploser, donc ont vu quand même les équilibres économiques des opérations de promotion fondamentalement revus par rapport à ces dernières décennies. Mais 2 choses, vision utilisateur, la solution immobilière logistique urbaine est un des maillons d'un dispositif logistique beaucoup plus large. Donc, je reprends l'exemple d'une société que je connais bien, qui était Carrefour à l'époque. Les surfaces dédiées à la distribution du centre-ville par rapport à l'ensemble des surfaces logistiques pour livrer le réseau de magasins sont
une part infime. Donc, d'une part, en termes de masse de coût, indépendamment de l'euro mètre carré, le sacro-saint euro mètre carré mis à part, en termes de part de coût immobilier sur l'ensemble d'un dispositif logistique, ça reste un peu épisodique. Le deuxième sujet, c'est que ces solutions immobilières urbaines, il ne faut pas les considérer comme n'importe quelle autre surface logistique. On n'est pas dans la logistique, je pense, centre de coût strict, où on peut prendre une solution, quand elle est trop chère ou pas chère, on la change et on switch l'activité sur un autre bâtiment. Ces surfaces de distribution urbaine, elles font partie d'un business model, d'une chaîne de valeur, et elles sont créatrices de valeur. Ça veut dire que pour le donneur d'ordre qui cherche ce type de locaux, soit il n'a pas la surface, il ne va pas savoir mettre en œuvre le besoin, le service client qu'il a envie de développer ou auquel il doit juste répondre pour son business, soit il a cette surface et il va avoir... pardon pour les utilisateurs qui sont dans la salle, mais je pense qu'il va avoir une sensibilité au coût de cet immobilier qui va se rapprocher d'une logique retail. En retail, on a une logique de gain, de taux d'effort. C'est qu'est-ce que je peux me permettre que mon immobilier me coûte par rapport à mes ambitions de chiffre d'affaires. Là, on n'est pas tout à fait dans la même logique, mais on est sur le rapport entre une solution immobilière qui va me permettre de produire un service pour mes clients. Donc on n'est pas strictement dans le taux d'effort du retail, mais en face d'un coût, j'ai ou pas un business par rapport à un entrepôt où finalement je vais payer 44 € d'un côté, 46 de l'autre, je vais me rapprocher ou m'éloigner de 20 km, bon an mal an, je sais opérer mon business dans un cas comme dans l'autre. Sur de l'immobilier urbain, on est tellement au cœur d'une spécificité opérationnelle des donneurs d'ordre, soit on l'a et on sait mettre en face de ce coût une valeur pour l'entreprise que ça va permettre de générer, soit on ne l'a pas, et effectivement on se prive, et je reviens sur ce que disait Juliette, on revient peut-être sur un schéma logistique un peu différent et on tire un trait finalement sur ce sujet de l'urbain. Comme vous êtes dans un secteur où on hésite parfois un peu à citer les projets des uns et des autres, je vais illustrer. Quand Ikea s'installe sur un bâtiment à étage à Gennevilliers en 2019, Emma Eco nous a bien expliqué ce matin en ouverture que voilà, on a un enjeu qui est vraiment de développement de l'enseigne sur du cœur de ville, sur du e-commerce, et on a un enjeu qui est assimilable à de la stratégie d'entreprise. C'est exactement ça, puisqu'on est dans les actualités. On a eu la chance de confier les clés de notre première opération dans Paris, la manufacture de Reuilly, à une société qu'on apprécie particulièrement, qui est la Belle Vie. Et là encore, cette solution immobilière permet à cette société de franchir un cap dans le développement de son activité et de poser des ambitions business complètement différentes de celles auxquelles elle aurait pu prétendre avec des solutions immobilières différentes. Donc on est vraiment dans un outil de création de valeur. Je suis content que vous confirmiez cette opération. Et d'ailleurs, si du coup je peux me permettre, la Belle Vie a été, il y a encore quelques mois, avait pensé se développer dans un mode quick commerce assimilable à des dark stores. Ils ont vu que c'était un sujet compliqué, qui les exposait, que les sites sur lesquels ils pouvaient miser, ben voilà, c'était pas forcément un modèle pérenne, et au finish, ils se sont peut-être réinterrogés même sur sa pertinence. Et ils ont changé d'optique. Donc c'est même quelque part le business model de l'entreprise qui est dépendant des mètres carrés sur lesquels on peut s'appuyer. Oui, ça, vous avez raison. Je pense qu'il faut aussi profiter de chacun de nos petites expériences pour tuer les lieux communs. Juliette évoquait le fait que les opérateurs logistiques, c'était pas des mineurs et qu'ils n'avaient pas vocation à travailler dans des locaux sans lumière naturelle, pas des enfumés, etc. De la même manière, tous les acteurs de cette chaîne de la distribution urbaine sont globalement tous des gens très responsables et qui veulent faire les choses le mieux qu'ils peuvent. Et finalement, on pâtit aujourd'hui un peu tous et toutes de ce que les riverains voient de la logistique urbaine dans les villes, à savoir les colis et les palettes sur les trottoirs, l'empiètement sur la voie publique, mais qui ne sont que le fruit de l'absence de solutions immobilières robustes pour héberger ces activités, masquées de la vue des riverains.
Je vois, non, Me regardez pas, hein. Jean-Luc Non, mais- se lève. Peut-être que l'idée, ça Non, mais serait on pourrait de... passer aux questions, parce que je trouve que c'est Voilà. intéressant aussi de pouvoir donner la parole à la salle. On a encore quelques minutes. Moi, j'ai une question, de toute façon. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Claude qui avait évoqué les JO. Qui Et en devait fait, partir pour prendre un train. qui il a devait partir pas- pour prendre un train, à Bercy en plus. Donc c'est vraiment, on boucle la boucle avec Claude. Non, sur les JO, est-ce que aujourd'hui dans l'immobilier, vous participez à des groupes de travail pour envisager éventuellement d'utiliser ou de profiter de cette préparation des JO et notamment sur la logistique pour se dire, bah tiens, on va peut-être mettre en place des infrastructures qui seront pérennisées ensuite et on va en profiter là pour justement faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Ou bien aujourd'hui, c'est pas tout à fait la philosophie qui est adoptée. Est-ce que vous avez déjà de la co-construction avec soit le comité d'organisation, soit, je sais pas, la ville de Paris Oui, nous on travaille avec la Solidéo, qui est donc l'aménageur des sites des JOP. C'est un sujet compliqué, donc on y travaille. Et pourtant, là, il y a une urgence. C'est un sujet compliqué. Je pense qu'à l'échelle des JO, la question de la mobilité a été très anticipée sur la question du verdissement des flux. Moins bien sur cette question, en effet, des outils d'immobilier pour la logistique. Donc aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. La réflexion, en tout cas, on va dire le sujet est identifié, la problématique, elle est bien comprise. Après, voilà, d'ici au JO, je ne sais pas encore vous dire comment ça fonctionnera et vous apporter un projet. Ou même projet récupérer, à parce qu'on raconter. voit par exemple le village olympique va ensuite devenir un éco-village, etc. Pourquoi pas là-dedans Oui, avoir c'est une aussi réflexion. Voilà, Ça c'est ça. fait partie des réflexions évidemment qu'on a avec la Solidéo. Ok. À nouveau. Ça n'interpelle pas notre public sur ce sujet de l'immobilier logistique? Ou alors ils veulent poser des questions plus précises sur des localisations bien précises et pas. D'ailleurs, juste sur la question des localisations, je me souviens que a priori sur Paris et peut-être aux alentours, il y a quand même des efforts. On n'a pas trop parlé cette fois des collectivités territoriales et de l'accueil qu'elles font à la logistique. Ça évolue et ça se concrétise par un certain nombre de mécanismes, en tout cas de principes de réserve pour la logistique. C'est bien ça ? Alors, je laisserai peut-être Juliette parler pour Paris et la métropole du Grand Paris, mais d'une manière générale, toutes les collectivités, elles ont toutes des réflexions sur ces sujets-là. On l'a illustré tout à l'heure par rapport aux ZFE, mais ça va au-delà des villes concernées par les ZFE. Je pense que la complexité à laquelle sont confrontées les collectivités, c'est le temps. On l'évoquait tout à l'heure, le temps pour une collectivité de bâtir, avec des gens comme Interlude ou Logicité qu'on a vu sur ce plateau tout à l'heure, des schémas directeurs, des schémas d'orientation pour la logistique urbaine, etc. À l'issue de ces réflexions, le temps de mettre en place une politique de maîtrise foncière autour de laquelle organiser des appels à projets qui vont faire l'objet de lauréats, qui vont mettre en œuvre des projets. On est sur des horizons de temps qui sont extrêmement longs et devant lesquels certaines collectivités se trouvent un peu désabusées. Et c'est sur ce type de problématique que ce que j'évoquais tout à l'heure des petits pas, mais qui étaient plus sur des sujets de vitesse d'exécution que sur des sujets de taille de site, est importante parce que tout en ne perdant pas de vue l'objectif final qui est de s'aligner par rapport à ces schémas d'orientation logistique, les modifications de PLU, etc., de semer le chemin entre maintenant et la mise en œuvre de ces politiques publiques, de déjà poser deux premières opérations qui seront sorties de terre et qui seront opérationnelles dans ces délais. Donc aujourd'hui, l'accueil des collectivités, il est assez favorable parce qu'ils nous considèrent tous autant que nous sommes comme un peu des bras armés de politiques publiques qui vont mettre du temps à se mettre en œuvre par les voies classiques de la maîtrise publique, de la maîtrise foncière publique. Donc des petits pas pour faire bouger les lignes, au fur et à mesure, pas attendre. Après, sur les outils qui sont mobilisés, on va dire que les collectivités à l'échelle du Grand Paris ont aussi des approches qui varient beaucoup en fonction de leur héritage. Forcément, les territoires qui ont un héritage industriel et logistique n'ont pas la même approche de la logistique et de la logistique urbaine que des territoires qui en sont dépourvus. Et quand je parle de territoires dépourvus, je pense évidemment notamment au cadran sud-ouest francilien, qui est la zone blanche de la logistique urbaine. Donc leur approche, elle est sensiblement différente. Il y a des collectivités qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on maintient,
qu'est-ce qu'on reconvertit notamment dans un patrimoine qui en grande partie est devenu obsolète, vétuste, puis avec des activités qu'on n'a plus envie d'avoir sur le territoire. D'autres collectivités qui s'interrogent et qui voient notamment sous l'effet du e-commerce des phénomènes de nuisance qui apparaissent et qui se saisissent de cette question des réponses d'immobilier logistique pour vraiment repenser un cadre de ville plus apaisé. Ça passe beaucoup à l'échelle de la ville de Paris qui a été précurseur en la matière par dans le plan local d'urbanisme, l'utilisation de ce qu'on appelle des pastilles logistiques urbaines. Donc c'est le fait d'avoir des réserves foncières qui sont prélocalisées et qui font que tout porteur de projet qui souhaite demander une autorisation d'urbanisme sur un site pastillé doit intégrer une surface de logistique urbaine prédimensionnée à minima dans son projet. Alors c'est le cas de projets par exemple comme Chapelle Internationale, qui était un site, donc on appelle ça des PLOC. C'est le cas d'autres sites. Les outils sont très inégaux en fonction des territoires. Globalement, la logistique, c'est plutôt un impensé ou un déni encore dans les outils de planification. Et quand elle est intégrée, pour autant, elle n'est pas forcément corrélée avec des politiques d'aménagement et de gestion de voirie. Donc ça résout pas forcément les enjeux. Ça permet de flécher des choses, mais on peut aussi se retrouver face à des sites qui sont identifiés comme ayant vocation à accueillir de la logistique urbaine, mais où en même temps on va créer des pistes cyclables qui empêchent tout accès poids lourd, par exemple. Et je suis par ailleurs cycliste et ravie qu'il y ait des pistes cyclables. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une vraie difficulté pour les collectivités à positionner la logistique urbaine comme un sujet qui est transverse et pas comme un sujet sectoriel. Très bien. Merci en tout cas pour cette riche table ronde où on a réfléchi aux grandes idées, aux petits pas, aux grands pas, des petits exemples, des gros exemples et finalement une petite touche d'optimisme, même si toute l'offre qui va arriver ne répondra pas à la demande, il y a quand même des choses qui arrivent. Tout arrive. Merci beaucoup.